Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube où il y a le chapitrage de tous les titres. Pareil, en description, il y a le timer, il y a le chapitrage, vous pouvez cliquer sur n'importe quel titre et l'avoir immédiatement. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et avant de commencer, petit pouce bleu, commentaire, partage, voilà, ça ne paye pas de pain, ça permet à la chaîne de grandir, vous connaissez la rengaine, etc. Tant que j'y suis, en début de semaine, enfin il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur Paripi Komai ou Party Boy Coming. Je sens que c'est une vidéo qui va faire beaucoup de vues. Voilà, si ça vous intéresse, c'est un petit peu le monde du showbiz, de découvrir les guerres des trois royaumes, tout ça, avec un isekai un peu what the fuck, il y a Party Boy Coming. Et c'est le manga dont est à l'origine Paripi Komai, la série qui a un générique de fou furieux. Voilà, cette intro était un peu trop longue, on commence maintenant. Alors, vous le voyez peut-être dans le décor, là il y a quelques petites illustrations qui se baladent de Boichi Terasawa, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois maintenant. Je voulais faire une vidéo dessus et je me suis rendu compte que faire une vidéo à chaud comme ça faisait juste gros dégueulasse. Et j'ai pas aimé les gens qui ont fait ça sur Kentaro Miura en disant « Oh, Berserk, meilleur de tous les temps ». Alors, mais on peut le penser, mais ceux qui en ont jamais parlé, qui en parlent d'un coup en disant « Ouais, c'est le meilleur de tous les temps, j'adore ». Juste pour surfer sur la vague, ça me répugne. Donc je voulais pas le faire. Je pense que je vais laisser un petit peu, on va dire, le monsieur, voilà, le deuil être installé. Et je pense que pour l'anniversaire de sa mort l'année prochaine, donc en 2024, j'ai envie de sortir une vidéo sur l'ensemble de son œuvre. Parce que normalement, en France, avec Isan Manga, on a quasiment toutes les œuvres de Boichi Terasawa qui sont disponibles. Ah, peut-être 2-3 exceptions, mais vraiment, je crois qu'on a tout. Je sais qu'il manque encore une œuvre, c'est Kabuto, qui devrait sortir chez Isan l'année prochaine. Donc j'espère que d'ici là, ça sera sorti, comme ça je pourrai finaliser ma vidéo, présenter toutes ces œuvres. Alors, c'est une promesse, j'espère que je pourrai la tenir. Sinon, ça sera en 2025, mais ça sera un peu... ça sera pas les 1 an, ça sera les 2 ans, ça fait un peu bizarre. Donc, aujourd'hui, on parle, pour rester dans l'ambiance, sur Cobra, The Space Pirate Cobra, donc aux éditions Isan Manga. C'est le tome 17, le dernier tome de l'édition couleur, donc qui raconte la fin de l'histoire de Salamandar. C'est une histoire en 2 parties. Qui est ok, alors j'avais très peu de souvenirs de Salamandar. Enfin, j'ai souvenir de qui est Salamandar, hein, qui est ce monsieur moustachu de la Seconde Guerre mondiale. Mais je me souviens plus trop de l'histoire, c'est cool. Si mes souvenirs sont bons, dans l'adaptation animée, il s'arrête aussi sur Salamandar. Là où dans le manga, Salamandar, je crois qu'il apparaît au tome 5 ou 6, l'édition noir et blanc qui est encore trouvable de manière complètement illégale chez Black Box. Je crois que c'est le tome 4-5. Et il y a 12 tomes. Donc en fait, Salamandar dans l'œuvre dans l'histoire de Cobra, c'est un ennemi au milieu de l'histoire. Parce que Crystal Bowie revient plusieurs fois, etc. On découvre l'origine story des deux, etc. C'est un truc de fou. Là où édition couleur, le monde, comme c'est le big boss des pierres de l'espace, ceux qui ont poussé Cobra à changer d'identité, c'est normal qu'on finisse par le chef des mecs qui ont poussé Cobra à disparaître une première fois. C'est ok, voilà, l'édition de Cobra en couleur est terminée. Je suis content, je suis allé jusqu'au bout, je pensais vraiment pas aller au bout des 17 tomes, et finalement je les ai faits. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, en série longue chez Isan, il reste plus que Blackjack. C'est 17 tomes aussi, ça va être très long, mais voilà, je l'ai fait pour Cobra, je peux le faire pour Blackjack. J'espère que je pourrai le faire. On passe maintenant aux éditions Panini avec un manga de Tsutomu Takahashi, Sky High Karma. Alors, je pensais que c'était la suite de Sky High, parce qu'il y a un manga qui s'appelle Sky High tout court, où on parlait de la vie après la mort, avec les âmes qui peuvent retourner sur Terre et avoir un choix entre se venger et ne rien faire, et en fonction ils vont au paradis ou en enfer, ou se réincarner, tout ça. Sky High, ça parle aussi un petit peu de la vie, de la mort, mais il n'y a pas du tout ce côté surnaturel. Alors c'est l'histoire d'une... Je vous fais faire résumé parce que j'ai pas tout saisi au truc, je l'ai lu, mais je l'ai un peu lu sans l'avoir lu. La question de la vie après la mort a toujours hanté l'humanité, pourtant ce genre de préoccupation est loin d'obnubiler Mai Takamura, fille d'une ancienne star de la chanson. Cette adolescente ordinaire s'apprête à faire ses premiers pas dans le cinéma. Alors, après, il y a toute une relation en fait sur la fille et la mère, et en fait, tu te dis mais pourquoi avoir appelé ça comme ton ancien manga sur la vie et la mort, alors que finalement, ça n'a pas de lien. Alors on verra que le tome 2, peut-être que ça va me faire mentir, mais je pensais voir juste l'auteur qui revenait sur son premier univers en racontant de nouvelles histoires, et finalement non. Donc
je suis pas déçu, je suis un peu décontenancé en fait. Je pensais lire un truc et c'était pas ça, ce qui m'a un peu surpris. Je dirais que le tome 2, de toute façon, voilà, c'est pas une série très longue, ce serait 10 tomes, je dis pas, et en même temps, c'est Tsutomu Takahashi, j'aime beaucoup l'auteur, donc je vais aller quand même au bout de la série de 2 tomes, donc ça va, c'est pas non plus un hyper investissement. On passe maintenant à du Tsukasa Ojo sous un rayon de soleil, donc une série en 2 tomes. Alors au début je pensais que c'était un recueil d'histoires courtes, parce qu'on nous le présentait comme ça, avec il est connu pour avoir fait telle œuvre, et finalement il a fait pas que ça. Je pensais que c'était un recueil d'histoires courtes, alors c'est pas le cas, c'est un slice of life avec Umibozu, voilà, il est là, et 2 enfants, dont une, donc c'est la fille d'Umibozu, qui arrive dans une ville, il y a un garçon qui aime pas un arbre, parce que l'arbre a plus ou moins causé l'accident de sa sœur, qui est maintenant paraplégique, parce que sa sœur est montée en haut de l'arbre, et s'est cassé la gueule, l'arbre il y est pour rien, et donc en fait la fille peut parler avec les arbres, c'est une sorte de super écolo, c'est très particulier, parce que moi, je vais pas dire que c'est une vérité générale, peut-être qu'on va me dire, ouais, mais il y a ça. Mais de tout ce que j'ai lu de Tsukasa Ojo, donc Cat Size, City Hunter, Family Compo, qui est pour moi mon œuvre préférée de l'auteur, et j'ai lu, je crois que j'ai les Rage, mais je les ai jamais lus. On me les avait offerts, mais je les ai jamais lus. Et il y a Angeliers qui a un peu de surnaturel. Là, ici, on est vraiment dans le fantastique avec cette fille qui peut parler aux arbres. C'est pas juste un délire. Il y a les arbres qui prennent vie. Il y a un arbre, une femme arbre qui apparaît. C'est genre l'aura des arbres. C'est très particulier. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais c'est juste que c'est surprenant de voir que Tsukasa Ojo a fait autre chose que juste parler alors il parle du quotidien, mais avec cette dose de surnaturel, et c'est très particulier, j'aime beaucoup. J'ai aussi acheté le tome 2, j'ai acheté le coffret, je me suis dit, Tsukasa Ojo, on prend, j'adore, et toujours dans le format comme les City Hunter, les 4-5, etc. Donc je peux que conseiller, je pense que tous les fans de Tsukasa Ojo l'ont déjà pris, mais voilà, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée dans l'univers, alors pas forcément dans l'univers de l'auteur parce que c'est très différent, mais au moins pour appréhender le style graphique de l'auteur. On parle maintenant de Kana avec Yawara, tome 14 sur une vingtaine, donc on est, si je dis pas de bêtises, un an de la fin, dans un an on aura terminé Yawara. C'est toujours aussi cool Yawara, moi j'aime beaucoup. Alors on a un tome pas mal centré sur pas Yawara en fait, c'est sur sa copine, dont j'ai oublié le nom, donc qui affronte en finale, qui fait un match de fou furieux, et qui va enfin affronter Yawara en finale de la compétition, et bah elle se fait one shot par Yawara en même temps, c'est elle qui lui a tout appris du judo, donc forcément tu vas pas détrôner ta maîtresse. Après il y a il y a toutes les conséquences de la victoire de Yawara, cette compétition, dans son boulot, et le fait que ça engrange beaucoup de contrats, donc de la maille. Et après on est beaucoup centré sur donc sa copine et son petit copain qui veulent sortir ensemble, mais le copain veut gagner une compétition et donc il va s'entraîner avec Yawara et son grand-père pour être à la hauteur de sa copine, enfin de sa future copine. Et donc on est plus trop sur Yawara. Il y a un passage qui m'a fait mourir de rire où elle va voir son amoureux et que il se casse la gueule et qu'il se retrouve dans le bonheur le plus ultime, dans la poitrine de Yawara. Il a l'air très content, mais en même temps un peu genre, on n'est pas encore en couple, j'ai pas le droit de faire ça. Mais voilà, c'est vraiment très très bien, ouais, Yawara. Là, j'avoue que le tome est très particulier. Je pense que dans les prochains tomes, on va revenir sur la rivalité par rapport à la relation par rapport à son père, le judo, etc. Là, il y a beaucoup de judo dans ce tome-là, mais pas trop Yawara et le judo. C'est vraiment plus ce qui gravite autour de Yawara. Mais en tout cas, ça reste toujours aussi bien. Et, alors, j'en profite. Hier, alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore le cas, mais hier, au moment où je tourne cette vidéo, est sorti plus tôt sur Netflix. Une de mes œuvres préférées de Naoki Urasawa. Allez voir ça. C'est 8 épisodes d'une heure. Je les ai pas encore vus. Mais au vu des retours que j'ai eus et des trailers que j'avais vus, ça va être une dinguerie. À voir absolument. Voilà. On passe maintenant à Mayan avec le tome 17 de Grand Blue. J'ai aussi le tome 18, mais j'en parlerai dans quelques jours, dans un prochain mes lectures. Donc avec le personnage dont j'ai oublié le nom, c'est elle qui a découvert que Yori avait gagné au loto et qui était milliardaire et donc a fait tout pour lui faire du charme, ajoute ses atouts, surtout qu'en plus par rapport aux 2 copines de Yori qui tournent autour de lui, Shisa et Pot de Peinture, elle a vraiment de gros attributs pour montrer que c'est une femme, voilà, genre elle joue vraiment sur son fessier, sur sa poitrine, sur le décolleté, genre moi elle lui prend la main, elle dit tiens palpe mon sein, tu vas voir, grosse dégueulasse, genre Yuri tu sens qu'il est en sûr, il a compris qu'elle était au courant pour le pognon, il joue un peu aux imbéciles, mais à la fin elle lui dit tu sais en fait j'ai gagné 30 balles, elle dit ouais mais en fait je suis vraiment amoureuse de toi, et là tu dis oh, et pareil, il y a Pot de Peinture, Eina qui dit à Shisa ouais le garçon que j'aime, et elle dit attends, le garçon que t'aimes,
Yori, il a dit, oh là là, attends, là il commence plus à avoir un triangle amoureux, c'est un parallépipède amoureux, là c'est un pentagone amoureux, c'est parce que il y a aussi le blond otaku qui est amoureux de Eina, et ça va commencer à devenir un bordel sans nom, tout le monde est amoureux de tout le monde, ça va finir en partouche géante, c'est sa grande Blue, en tout cas c'est vraiment super bien à voir avec le prochain tome, que je vais lire prochainement. Petit retour maintenant sur du Kindle avec des mangas numériques et le tome 4 de Gachiakuta que je continue à lire et à adorer. En vrai, autant j'avais trouvé les premiers tomes assez shonen, pas basique, mais voilà, j'ai déjà lu des trucs comme ça. Autant je trouve que le style graphique de l'auteur gagne en maturité, en puissance. Alors, je crois que j'avais déjà dit, je l'ai dit sur mon TikTok, j'avais ressenti sur les premiers tomes l'inspiration de l'auteur de Atsushi Kaneko, donc l'auteur de Fire Force et Sweeter, et j'avais appris, tout le monde m'avait dit en commentaire, mais en fait c'est son ancienne assistante, je n'étais pas au courant. Et plus le manga avance, plus ça se voit, il y a des doubles pages de malades, le moment où ils vont dans l'autre, enfin le reste du monde, explorer l'extérieur et affronter des créatures, avec la double page, ils affrontent une créature de malade, tu sens, voilà, Atsushi Kaneko, le moment où ils mettent les masques, même s'il n'y a jamais eu de personnage qui avait ce genre de délire, tu sens quand même le style graphique, les moments où les personnages ont des rictus complètement déformés, ils passent dans les délires de la folie, c'est vraiment super bien, même en même temps assez différent. Il y a des choses que l'auteur ne se permettait pas forcément. Typiquement, ce personnage-là, ce qu'a fait dans le manga, l'auteur de Solitaire l'aurait fait différemment. Il aurait fait un peu plus ecchi. Voilà. Et là, c'est un peu plus subtil, un peu plus différent. Voilà. En tout cas, tu sens la racine commune, enfin l'héritage de son maître, et en même temps le fait que elle a aussi ses propres délires et qu'elle injecte dedans. Mais vraiment, je trouve que autant l'histoire, je prends pas des baffes à chaque tome, je me dis pas waouh, j'aime bien le concept d'utiliser un objet, de te battre avec cet objet, et que ça vraiment, tu peux faire une pluralité d'attaques avec ça. Typiquement le mec d'avant qui avait son arme qui était complètement what the fuck, et que le héros, lui, peut avec ses gants utiliser les armes une seule fois, et après genre à fond merci Aligato, tu m'as utilisé une dernière fois, je suis trop content, je vais pouvoir me reposer. Un délire de Shinigami qui va te reposer dans le néant, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui fait qu'on n'aura jamais le même combat, parce que le héros, il peut affronter 2 fois le même mec, il aura jamais 2 fois la même arme. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui veut dire que l'autrice va devoir se casser la tête à trouver des armes un petit peu différentes à chaque fois pour que le héros puisse se mettre avec ça. Je trouve ça vraiment très très cool. En tout cas, Gachiakuta, ça ne fait que monter en puissance en termes de dessin. En scénario, comme je dis, c'est pas non plus... voilà, je prends pas des baffes, mais ça reste honnête. C'est pas un mauvais manga. Mais c'est pas non plus... c'est pas une purge. C'est un bon manga. Mais j'ai déjà lu mieux. Voilà. On y est! Ça y est! Le tome 9 de Rakai Blues ou Rokodenachi Blues. Ce tome 9 introduit le personnage de Eikichi Onizuka. Non, je déconne, c'est pas le personnage de GTO, c'est juste un personnage qui s'appelle Onizuka, qui est le délinquant. Je crois que c'est le big boss de Shibuya ou Shinjuku. J'ai toujours un doute. Chaque fois, je confonds ces deux quartiers. Et donc, c'est un des fameux 4 rois du ciel, qui sont donc les 4 plus gros caïds de Tokyo, des quartiers de Tokyo. Donc, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc là, ça y est. On a fini le sex of life, on a fini les petites gentillesses, les petites bagarres. Là, il y a de la grosse bagarre bien vénère, il y a du sang, de la chic et du molar. Typiquement, le combat contre Onizuka vers la fin, où les mecs ils se sont pété la mâchoire, l'autre il est en train d'avaler son sang pour pas le recracher. Tu sens que là, les coups, c'est plus les mêmes. Que là, ils vont vraiment se faire mal, que ça va être répugnant. Et ouais, là, on est dans du bon. Vraiment, c'est vraiment... Je pense que c'est à partir de là que tout le monde a surkiffé Rakai Blues, Rokodenachi Blues. Mais c'est vrai que, pour ceux qui ne connaissent pas, 9 tomes. C'est ça, c'est plus d'1 an d'attente avant d'arriver dans ce que les gens trouvent le feu. C'est un peu long. Alors, sans dire que le début était mauvais, c'est juste que c'est un peu plus calme, c'est un peu plus tranquille, c'est un peu plus paisible. J'aime beaucoup, ça permet de développer plein de personnages, qu'on va encore développer par la suite, hein. Mais c'est vrai que là, il y a un cap, il y a vraiment un cap vraiment violent, c'est donc l'arrivée d'Onizuka, où après on va suivre avec de nouveaux personnages, le moment où ils arrivent tous en métro, on va défoncer des culs, voilà, le mec, ils sont en train de se battre sur un toit, Onizuka il les pousse pour les jeter du 3ème, voilà, tu sens que là, il y a vraiment une envie de nuire aux personnages, où ils sont méchants, et donc vraiment, Rakai Blues, du très très bon. Maintenant, on parle du 26e et dernier tome de Dr. Stone. Alors, avant de parler, je sais pas pourquoi, Glénat s'est fait ce petit kiff. Alors,
c'est vrai que c'est agréable sur un dernier tome d'avoir un petit truc un peu brillant, un petit peu différent. Genre je me souviens que la première fois que j'ai eu mon tome 42 de Dragon Ball, il y avait le 42, enfin le titre écrit en doré, ça faisait stylé, ça faisait un peu pimpé, tu disais ah c'est le dernier tome, il est classe. Donc je comprends. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur les premiers tomes de Dr. Stone que j'ai, il y avait un petit vernis brillant métallisé qui était du très bel effet, et qui passait le tome 6 ou 10, ils ont arrêté. Ce qui fait que j'ai des tomes qui sont brillants, après ils sont mat, ce qui est un petit peu con. Tu fais un truc, tu le fais jusqu'au bout, ou t'expliques pourquoi, je crois qu'il n'y a jamais eu d'explication alors que je suis passé à côté. Donc voir ça sur le dernier tome, je me dis, bah c'est cool, mais pourquoi vous avez arrêté? Genre, j'ai pas compris. Voilà, donc ce stylé, alors ça sera pour le premier tirage. Et bah maintenant je vais parler de Dr. Stone, et je suis un peu déçu de cette fin. Voilà, on va vite le dire. Déçu, j'ai pas... alors, déçu parce que en fait, depuis très très longtemps, et en fait je le sentais, Dr. Stone a pris une direction qui ne me plaît pas. C'est que depuis qu'on nous a parlé de genre Dr. Who, genre Dr. Y, je sais plus comment il s'appelle, les Wyman, on dit ouais, l'homme qui nous a pétrifiés, c'est la direction qui m'intéressait pas, parce que Senku voulait savoir qui a fait ça. Qui est louable. C'était il y a 3000 ans. Genre, le mec qui a fait ça, c'est sûrement son descendant. Qui a pu survivre pendant 3000 ans? Donc je trouvais que c'était pas intéressant, j'aurais préféré que ça soit un truc, une expérience où on découvre ce qui s'est passé. Genre, on nous fait un arc, on découvre que les Américains, ils ont créé une bombe et qu'ils se sont foirés, et que ça fait ça. Ok, ça me dérange pas. Découvrir la raison. Mais qui? Alors que c'est censé être... Enfin, il n'y a plus personne. C'est pas très intéressant, j'aurais préféré qu'on continue à développer la société et qu'on finisse par, ça y est, on est revenu à un état normal, on est revenu à il y a 3000 ans, sauf que maintenant on est en 5000 ans. On est en 5000, on est revenu à la société, il y a les buildings, les avions, tout ça, on a internet, voilà, tout est reparti à zéro, ça aura pris 50 ans. Point. Et là, découvrir qui c'est, que on arrive à empêcher le truc, et que maintenant ça se finit par, on va voyager dans le temps pour empêcher ça. Tu dis, ouais mais, t'empêches ça, mais Kohaku, toute la tribu des sauvages, ils viendront jamais au monde. Parce que si tu voyages dans le temps, t'empêches les événements, bon déjà, tous les délires de paradoxe sur le temporel, on peut en parler, mais surtout, ben, Kohaku et compagnie, c'est pas genre juste des descendants de quelqu'un, c'est pas des gens qui ont survécu. C'est des mecs, c'est les astronautes dont ton père ont survécu il y a 3000 ans, ils ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, et qui ont par consanguinité survécu jusqu'à 3000 ans. Donc, ils n'existeront jamais, ils viendront jamais au monde, parce que enfin, j'ai trouvé que la fin était assez particulière, que Senku veuille en plus empêcher la naissance de ses potes. C'est assez bizarre, peut-être que c'est moi qui dis n'importe quoi, et dites-le moi en commentaire. Et voilà, j'ai trouvé la fin, enfin le dernier chapitre sympa, parce que voilà, on te montre qu'est-ce qui devient tout le monde 10 ans plus tard, c'est cool, c'est une fin que je trouve normale. Le fait de voyager dans le temps, complètement débile, et bah, la conclusion par rapport à Wyman, c'était pas ce que je voulais. Enfin, moi, c'est pas ce que je voulais dans l'œuvre, et que depuis très longtemps, on allait là-dessus. Donc, clairement, Dr. Stone, il y a des chances que dans quelques années, je revende la série, peut-être pour les racheter en numérique, et peut-être garder le tome 26 parce qu'il est quand même stylé, et revendre tout le reste, parce que c'est une série qui est pas mauvaise, mais c'est vrai que la conclusion est telle que je me vois difficilement relire plusieurs fois le titre, et donc, à quoi bon posséder en physique, et un truc donc, qui prend de la place chez moi, un truc que je vais pas relire. Autant en numérique que bah, si je le relis pas, je m'en fous, mais au moins si je veux le relire, je l'ai à disposition, autant posséder un truc dans mes étagères que je lirai jamais, ça me fait un peu chier. Donc je verrai, peut-être dans 2-3 ans, peut-être que je relirai Dr. Stone une seconde fois, peut-être que je changerai d'avis. Mais je pense difficilement de changer d'avis sur le cas de Wyman, qui est pour moi, enfin, pas la direction que j'aurais choisie. Maintenant, c'est ce qu'ont choisi les auteurs, je vais pas dire qu'ils ont eu tort, mais en tout cas, moi, je trouve que ce choix-là est pas intéressant pour moi. Dites-moi le moi en commentaire ce que vous préférez. On passe maintenant à Crunchyroll avec le tome 14 de Chainsaw Man. Donc c'est à peu près à ce moment-là que je me suis arrêté à lire les chapitres sur Manga Plus. Pas que le manga devenait mauvais, c'est juste que j'ai pas réussi à prendre le rythme de lire un chapitre par semaine. Surtout qu'en plus il y a une semaine sur deux et des fois l'auteur arrête. Ce qui fait que je me dis, c'est pas tous les mardis. Et donc, il y a un mardi, j'ai oublié. Le mardi suivant, j'ai oublié. Et en fait, j'ai oublié pendant 3 mois. Et ce qui fait que, maintenant, pour rattraper les chapitres, il faut que j'aille sur les sites illégaux. Et ça me prend le cul. Voilà. Ça me fait chier. Donc, j'ai un peu arrêté à peu près là où s'arrête le tome 14, peut-être le début du tome 15. Donc après, ça sera de l'inédit pour moi. J'ai beaucoup aimé ce passage-là qui fait un rappel avec les premiers tomes, avec le démon infini, parce qu'il revient dans ce tome-là. Le fait que Asa et Denji, qui font un date où les deux ne
n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, et donc leur date est vouée à échouer, parce que t'en as une qui pourrait, le date ultime, c'est raconter tout ce qui se passe à l'aquarium, genre le poisson rouge là, il s'appelle Nemo, il a tourné dans tel film, il s'appelle machin, il fait 1m80, il se nourrit de ça, il vit de telle manière, et Denji il dit juste, moi je veux caresser des pingouins. Voilà, donc les deux sont à l'extrême opposé, ne pourront pas se kiffer, genre ils disent ouais t'es con, non t'es nul, j'ai trouvé ça cool, et qu'à la fin, ils arrivent quand même à trouver un atome crochu, et que, après ça part sur un date chez Denji, où arrive un nouveau personnage, qui rappelle Makima, qui est donc la réincarnation de Makima, hein, et on nous présente aussi le troisième démon de l'apocalypse, le troisième cavalier, donc personnage en couverture qui est le démon famine, donc avec Asa qui est le démon guerre, et Makima qui est le démon manipulation, contrôle, contrat, je sais plus exactement, et qui est censé être donc la conquête. Et donc il reste plus que la mort. On verra peut-être plus tard, on ne sait pas. En tout cas, Chainsaw Man continue à être sympa la deuxième partie de cette série, malgré des dos affreux. On passe maintenant à Dandadan, tome 8, ouais, déjà tome 8 de Dandadan, ça fait beaucoup de tomes, j'ai l'impression qu'on était au tome 1 hier, c'est trop bizarre. Ouais, donc depuis 2-3 tomes, je suis passé au numérique, et je pense que je vais me racheter les premiers tomes en numérique et les revendre mes tomes physiques, parce que je trouve que c'est plus agréable à lire en physique, pour apprécier, en numérique, pour apprécier les doubles pages. Je trouve que ça a plus de gueule en numérique, d'incliner, etc. Tome toujours aussi sympathique, donc qui vient un peu conclure l'histoire de Gigi, qui enfin se fait exorciser de son démon, même si il revient plus ou moins, c'est assez particulier. Dandadan c'est toujours aussi cool, c'est toujours un réel kiff à lire. J'ai beaucoup aimé le retour de personnages, notamment les aliens qui reviennent. Il y a l'alien de la construction architecte qui a un look mais complètement what the fuck. J'ai quand même kiffé. Putain, qu'est-ce qui se passe à la fin? Je sais plus ce qui se passe, parce que là j'ai lu il y a quelques semaines et je me suis... Ah oui, j'ai adoré le fait que ça y est, on part dans des délires de kaiju. Ça y est, il y a ces créatures-là, donc qui sont sûrement des aliens qui vont arriver, qui font référence à Godzilla et compagnie. Ça va être pur délire. Je pense que le prochain va être une dinguerie sans nom. Vivement la suite en tout cas. Et il y a aussi l'arrivée de nouveaux personnages, donc il y a un otaku. J'ai adoré. C'est vrai que je me rappelle au fur et à mesure, excusez-moi, hein, c'est le jour du live, pour moi de live comme ça. Le fait qu'on découvre un peu le quotidien de Okarun. Où ses camarades de classe sont ouais, machin, la fille là, super populaire, elle te harcèle, elle vient tout le temps te voir. Il fait mais non, en fait c'est juste ma copine, enfin pas ma copine au sens petite copine, c'est juste une amie. Et eux ils comprennent pas, ils se disent mais attends, t'es un loser, comment tu peux sortir avec la fille la plus canon du lycée, c'est pas normal. Et que t'as un otaku, il dit oui d'accord, il y a des histoires de boules, je comprends très bien. Et non, tu t'as rien compris. Mais j'aime bien ce nouveau personnage qui vient se rajouter au quatuor de base, déjà complètement débile, qui va sûrement être un nouveau débile dans le groupe. Ça va être génial. En tout cas, vivement le prochain tome, vivement les kaiju. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le style de l'auteur. En tout cas, Dandadan, c'est toujours aussi bien. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partagez. Vous connaissez la rengaine. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!